Intradinoi, qui n'est ben si l'émission Négoce Dynamique Journée. Entre nous, question pense, l'émission Corse des amis de Cyrnéa. Donc vous pouvez nous avoir bien sûr en faisant Radio Cyrnéa sur Facebook, en faisant radiocyrnéa.com pour avoir le site et les podcasts. Et bien sûr tous les matins, 93.1 à l'YFM et de 7h30. Hein, à 8h, autour de la table, notre ami Ange Mathieu. Hein, vraiment, ça me fait plaisir. Ange Mathieu Mézade, rien qu'on, depuis Marche Forcée, il a fait plein de choses. Hein. Valérie Montandon, qui est conseillère de Paris, qui est conseillère régionale et qui veut être députée. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Et notre ami Gérard. Gérard, toi, tu vas être le candidat, alors. Voilà, hein, candidat de la soirée. Hein. Et Jean-Pierre, pour le sport. Ah, on va commencer à tout seigneur, tout honneur. Hein. Pas de problème. On n'a qu'une Il y a femme. très bon sport corse, hein, en Corse aussi, mais là, on en a à Paris. Allons. Voilà. Donc, Valérie, hein, pourquoi se présenter comme députée ? C'est d'abord un parcours réfléchi. Je suis entrée en politique en 2008. C'est vrai que mon engagement, il vient d'abord d'envie de changer les choses. J'étais une petite chef d'entreprise qui avait envie de bouger un peu les lignes, qui croulait sous la paperasserie et qui avait envie, voilà, d'avancer. J'étais aussi une mère de famille qui jonglait avec beaucoup de choses, notamment les modes de garde. Et un jour, je me suis dit, voilà, je rentre en politique. En 2008, j'ai eu la chance de faire partie d'une première aventure qui était les municipales. Oui. Bon, depuis, je suis élue d'opposition aussi bien d'abord conseil d'arrondissement que conseil de Paris. Mais voilà, j'aimerais bien transformer l'essai avec la députation. Oui, vous voulez pas seulement rester dans l'opposition. Alors, j'ai eu une bouffée d'oxygène au conseil régional depuis la victoire de Valérie Pécresse en décembre 2015, c'est vrai. Mais voilà, je souhaiterais avoir un peu plus de levier d'action pour pouvoir améliorer la vie de mes concitoyens et notamment des habitants de l'Est parisien. Et en effet, avoir ce levier législatif me permettrait de changer les choses. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question, Ange ? Toi qui es rodé avec les politiques. Hein ? Une question simple. Elle va nous sortir encore des lois. Elle trouve qu'il n'y en a pas assez. Ça, c'est une vraie question. Ouais. Vous avez raison de la poser. Vous avez raison de la poser. Et je pense que chaque fois que quelqu'un fait une loi, il devrait en supprimer 2. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Quand on dit au kidam du coin, nul n'est censé ignorer la loi et qu'on en est à plus de 4 millions sur moi, combien, Gérard ? Je sais pas. Je crois... On a dépassé les 4 millions. Non, peut-être pas 4 millions, mais on est bien à 10 000 lois en France, il me semble. C'est énorme. C'est énorme. Non, il y a les normes. Alors, il y a les lois, il y a les normes. Bon. C'est énorme. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs d'autant plus difficile, certainement, de réduire le nombre de lois que d'en faire. Voilà, parce que souvent, très vite, la réaction des hommes politiques, c'est d'en faire une loi pour soi-disant mettre un sparadrap ou avancer quelque chose. Mais le plus dur, en effet, c'est peut-être de les changer. C'est ce qui va se passer aussi, certainement, avec le Code du travail. Parce que pour simplifier la vie, il faudrait simplifier les lois. Mais je crois qu'il y a encore la loi qui dit que les femmes ne doivent pas porter de pantalon. Donc oui, en effet. Elle y est toujours. Elle y est toujours. Absolument. Donc c'est vrai que je m'y engage du moins à simplifier. Tout à l'heure, en effet, je vous ai dit que mon engagement, il venait aussi qu'en tant que petit chef d'entreprise, je croule sous les papiers et ça a été une de mes motivations premières. On le voit quand on veut faire une formation pour ses employés, tout est compliqué. Je ne parle même pas des charges sociales avec les feuilles de paye qui changent tout le temps. Voilà. Et là, il y a en plus bientôt l'impôt à la source qui va aussi incomber aux chefs d'entreprise et j'ai vraiment peur parce que pour l'instant, le nouveau président de la République parle simplement de faire un audit, mais je pense vraiment qu'il ne faut pas que cette charge revienne aux petites entreprises. Surtout qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, il y aurait même pas des économies réalisées en termes d'effectifs ou de redéploiement d'effectifs ailleurs, mais les effectifs de Bercy, qui étaient donc au départ ceux qui traitaient ces impôts, vont être plutôt affectés à vérifier ce que vont faire les chefs d'entreprise. Donc il va y avoir des indépendants et des chefs d'entreprise qui vont crouler encore, qui vont avoir la responsabilité en plus et qui seront surveillés 2 fois plus. Donc au final, j'espère vraiment qu'il y aura des députés comme moi pour pouvoir en fait dire non.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, le commerce de proximité qui disparaît de plus en plus? C'est une réalité. Ça, c'est vraiment concret et réel. Oui, c'est une réalité. Ça, dans plusieurs quartiers du 12e, près des Maréchaux, Vallée de Fécamp et même Bercy, on manque de commerce de proximité. Alors moi, je souhaiterais créer des zones de protection de commerce local qui permettraient en fait d'avoir un peu comme des zones franches. Alors ce serait sur des critères différents, bien sûr, sur des périmètres différents, selon les activités, et qu'on ait une sorte d'incitation fiscale afin que, alors toujours dans une durée limitée, bien sûr, selon en effet les besoins du quartier, mais que l'on puisse avoir, que ce soit sur la CFE par exemple, ou encore l'IS, une sorte d'incitation de zones franches qui permettent à ces entreprises de pouvoir se développer et essayer de dynamiser un peu le tissu économique des quartiers. Moi, je pense entre autres à la ville de Paris, qui pourrait faire un effort sur les loyers pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour que le commerce se développe. Oui, alors là, on est sur le domaine municipal, c'est vrai. Alors la ville de Paris essaye... La ville de Paris est quand même un des loueurs les plus importants à travers ces différentes organismes. Comme quoi, je vais te faire play parce que je pourrais ne pas le dire, mais c'est vrai que la CEMAEST, qui est un organisme, une SEM, pardon, de la ville de Paris, lutte déjà pour la monoactivité, contre la monoactivité, pour faire en sorte de dynamiser certains quartiers. Mais je pense que c'est pas suffisant. En effet, il faut aussi que ce soit au niveau législatif, qu'on ait justement cette aide. Et là où vraiment la municipalité devrait agir, c'est sur les bailleurs sociaux qui, eux, ont souvent des rez-de-chaussée, qui louent, mais hors de prix, encore plus que un particulier. Et là, il devrait y avoir une pression sur les bailleurs sociaux, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, mais la pression des bailleurs sociaux, elle doit être à plein d'égards. Elle doit être sur la rotation des appartements, sur la gestion. Enfin, il y a beaucoup de choses à redire, mais là, c'est un des premiers. Le commerce, c'est pas brillant, surtout que vous avez des locaux qui restent fermés pendant 1 an, 2 ans, et ceux qui l'avaient perdent tout, les droits au bail, etc. Non, il y a un vrai problème. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux choses. Donc là, ce que je propose sur les zones de protection de commerces locaux, bon, c'est vrai que c'est plus sur le privé, mais il y a aussi un gros travail à faire en effet de pression sur les bailleurs sociaux pour le rez-de-chaussée. Autre chose, Gérard, tu voulais poser une question? Je voudrais poser une question sur le rôle du député. Parce que le député, il est censé faire la loi. Bien sûr. Et donc, et vérifier. Il contrôle aussi ce qu'il contrôle, il fait la loi, il fait tout son travail législatif. Mais il est aussi le relais des citoyens, parce que quand il reçoit les gens, il discute avec eux, il est porte-parole et il défend les intérêts. La question, c'est le système tel qu'il est aujourd'hui fait que pour les prochaines élections, on va avoir la difficulté d'avoir des gens qui sont implantés ou pas implantés, nouvellement implantés dans les quartiers, dans l'arrondissement, et nouveaux, mais sans expérience. Et je sais qu'il est difficile d'avoir un vrai rôle de député si on n'a pas la connaissance des choses législatives, si on n'a pas la connaissance de l'administration, et si on n'a pas connaissance des mécanismes pour pouvoir arriver au pouvoir. Donc, alors c'est la question, quel est le rôle du député et comment on peut imaginer que ce rôle puisse être fait par des gens ou des personnes qui découvrent ou découvriraient l'ensemble des contraintes. Ouais, Gérard souligne un point essentiel. En effet, être député, c'est quelque chose qui se construit justement par une action des citoyens engagés. Ça commence par s'intéresser justement aux préoccupations des gens. Et cette articulation justement entre la loi et le local, elle est importante. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est du national, vous allez refaire les lois, comme on a dit au début. Mais non, parce que justement, ce que je propose sur les zones d'activité locales, par exemple de protection pour le commerce, c'est parce que justement, je suis élu local, que j'ai identifié à tel endroit et que je propose ceci. Mais c'est encore plus visible sur d'autres thématiques. Je vais par exemple parler du logement. Le logement, c'est une des priorités pour les Parisiens. Beaucoup plus que dans d'autres villes ou dans d'autres territoires. Et il faut absolument
adapter la politique nationale aux spécificités de Paris. Et ça manque énormément. Il y a des amendements à faire pour faire en sorte, la loi Allure ou encore la loi SRU, elles sont pas adaptées aux spécificités de Paris. Paris, c'est une très forte tension sur le marché immobilier, on a peu de terrain à bâtir. Donc il y a quelques amendements à faire pour faire en sorte que justement la loi soit adaptée aussi aux particularités de Paris. Et ça, si on n'est pas vraiment, j'allais dire, sensibilisé depuis très longtemps aux problématiques, on ne peut pas. Parce qu'en plus, c'est très technique. Je vais rapidement vous donner quelques exemples. La loi SRU, ça se fait au niveau de la commune. 25% de taux de logements sociaux au niveau de la commune. Mais il faut que ce soit géré quand on est à Paris par quartier. Et, moi, je prône pour qu'il y ait un taux de logement et minimal, mais aussi maximal par quartier dit IRIS, c'est-à-dire sur un découpage de l'INSEE qui représente à peu près 5000 personnes. Donc ça, c'est un premier point. Pareil, on dit il faut changer les bureaux, faut les convertir en logements. Mais oui, mais encore, faut aller plus loin dans ce cas-là, dans le droit urbain, pour vraiment faire en sorte qu'il y ait de la reversibilité au niveau des logements ou du moins des projets. Donc tout ça, c'est vraiment du très spécifique. Je pourrais vous en parler des heures. Alors après, c'est très technique, hein, mais le logement, en effet, il nécessite qu'on s'adapte à cette particularité. C'est pareil, Madame Hidalgo a utilisé une sorte d'artifice comptable qui consiste à enregistrer d'avance ce qu'on appelle la capitalisation des loyers pour les logements sociaux. Elle les prend sur 50 ans et elle les capitalise le jour même pour arriver à ficeler son trou dans le budget. Donc ça, c'est depuis 2015. Hein, elle a demandé à Manuel Valls, qui était à l'époque Premier ministre, elle a dit j'ai un petit problème pour arriver à finir mon budget 2016 et après 2017. Donc il a permis de passer rapidement ce décret en 2015 et en 2016 au budget, elle a réveillé 300 millions d'euros, pour finaliser son budget, qui en fait n'est que l'enregistrement des futurs loyers pour les logements sociaux. Mais là encore, ça fragilise les fonds propres des bailleurs. Les bailleurs, on en parlait tout à l'heure, il faudrait qu'ils aient cette épine en moins, mais il faudrait aussi qu'ils aient plus de pression, par exemple pour les rotations dans le logement social. On enregistre à peine 3% de rotation à Paris, alors que la moyenne nationale c'est 10%. Nous, en tant qu'élus, on est tout le temps sollicités par des personnes qui nous disent, vous savez, madame, alors au-delà des 200 000 personnes qui veulent des logements sociaux, il y en a 20%, et c'est déjà donc beaucoup, qui sont déjà dans un logement social, mais qui aimeraient juste échanger, soit parce que la taille de la famille a évolué, ou encore le portefeuille, ou encore les aspirations. Et donc souvent, on a des familles entassées, 3 enfants dans une chambre, on a de l'autre côté une personne plus âgée qui, elle, est devenue veuve, les enfants sont partis, et on n'arrive pas à faire les échanges, c'est complètement bloqué. En plus, ils ont mis le scoring qui n'aide pas, parce que, je vais passer les détails, mais quand une personne par exemple âgée souhaite aller dans quelque chose de plus petit, si jamais il n'y a pas le maintien du prix au mètre carré et qu'elle se retrouve avec finalement quelque chose de plus petit mais qui coûte plus cher que son ancien bail, elle va dire non et ça bloque pendant un an. Bon, voilà, tout ça c'est peut-être très technique, mais ça ne bouge pas. Donc il y a une pression à mettre pour que les bailleurs, alors que ce soit encore fiscal ou amende, ou éventuellement leur baisser leur contingent en leur disant vous n'avez pas bien rempli votre mission, donc on vous retire des attributions, on les met ailleurs. Mais il y a une pression à faire, c'est par la loi. Et vous voyez, si on n'est pas franchement élu parisien, si on n'est pas sensible à toutes ces questions, en effet, je me dis que la prochaine mandature, la politique du logement, elle sera encore complètement, j'allais dire, à 200 000 lieues des préoccupations des Parisiens, et on pourrait pas agir. Voilà, je pourrais vous donner 36 000 exemples, je vais peut-être pas vous assez sur le logement à Paris. Jean-Pierre, tu veux poser une question? Non, c'est une constatation, je me rapproche de ce que vous disiez. Le problème du logement à Paris, il date depuis très longtemps. On promet toujours de l'aménager, ça doit être très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il en faudrait, mais bon, quoi faire à part transformer des bureaux en logements, des logements en bureaux. Ça, j'ai su faire. Je travaillais dans le bâtiment, donc on en a fait. Si c'est pas prévu au départ, ça coûte très cher. Voilà, tout à fait. Si on n'a pas la réversibilité qui est prévue dans le droit urbain, ça pose des problèmes. Et vous avez raison, les terrains à bâtir à Paris, ils sont pas assez nombreux, mais
c'est encore possible. Hein. Dans le 12e arrondissement, on a Bercy-Charenton, où il y a encore 63 hectares qui sont les dernières grandes réserves foncières de Paris. Et là, on pourrait construire. Alors, par contre, la municipalité garde ce territoire et pour un projet purement municipal, moi, je prône vraiment qu'il y ait un projet supra-local, c'est-à-dire que l'État investisse aussi pour qu'on ait plus d'ambition, qu'on puisse couvrir les rails, que l'on puisse aussi créer. Alors, je porte un projet tourné vers l'économie verte parce que j'y crois beaucoup. Je le portais déjà au municipal. Mais bon, voilà, j'ai pas pu concrétiser la chose. Et là, j'aimerais bien, en effet, qu'on puisse, créer une véritable zone dédiée à l'agriculture urbaine et aux écotechnologies, parce que c'est l'avenir. La France, elle a pas su vraiment saisir ni le numérique, parce qu'on voit les GAFA. Elle a avancé lentement, alors que lentement pour la robotique, lentement pour les numériques, parce que les grandes sociétés, ces fameuses sociétés qu'on appelle GAFA, Google, Apple, tout ça, elles sont américaines. Mais je pense qu'on peut encore justement devenir leader dans la transition énergétique. Et l'économie verte, on peut le faire entre autres, alors dans plusieurs endroits et plusieurs pôles en France, mais à Bercy-Charenton. Moi, je continue, je me battrai pour vraiment essayer de porter ce projet. Après, quelque chose qui coûte pas trop cher pour les logements, c'est de faire comme ça se fait maintenant, comme il n'y a pas beaucoup de terrains qui restent, les seuls terrains qu'il y a qui sont en place, on construit en hauteur du métallique. Ça ne coûte pas cher, c'est rapide, et ça permet de créer des nouveaux... Alors là, sur Bercy-Charenton, comme on veut couvrir les rails, on pourra pas faire du grand hauteur. Et on était plus sur du R+7 parce que il y a quand même une grande demande à Paris, on le voit, c'est quand même de pas trop densifier non plus. D'ailleurs, ce qui est assez terrible, c'est que la mairie veut densifier beaucoup d'espace, et notamment dans notre cher 12e arrondissement. Je pense à Léo-Lagrange, sur le stade, puisqu'il y a des constructions qui sont prévues, sur la cité scolaire Paul Valéry, dans d'autres endroits aussi. Et c'est important de se mobiliser. Enfin, moi, si j'ai la chance d'être députée, ce sera en effet des questions sur lesquelles je m'attarderai et je serai très vigilante. Dernière question, avec tout ce qu'on prévoit, le bâtiment d'un côté, de l'autre, si on a les Jeux Olympiques, ça va être un problème qui va être... Il faudra le solutionner vite et bien du premier coup, parce qu'on n'aura pas une deuxième chance. Alors ça se verra quand même au niveau de toute la région Île-de-France. C'est vrai que c'est pas que Paris qui va être sollicité. Quand on dit on a tout prévu et tout, il n'y a pas tout encore. Ça pourra justement faire booster les choses. Attendons que ce soit désigné avant de commencer à mettre le rappel. Tu voulais poser une question sur la santé, peut-être. Peut-être avant la santé, une question extrêmement politique, mais c'est une question, il n'y a aucun piège, rien du tout. C'est une interrogation que j'ai moi-même. Bon, je me suis fait battre aux élections législatives avant vous voyez, en 2002, avec une étiquette tout à fait proche de la vôtre, en plus. La question est celle-ci. Avec les évolutions que nous avons, le non-cumul des mandats, je ne vais pas refaire le débat, mais avec un certain nombre de députés, peu importe l'étiquette du député, ou de la députée, c'est pas le sujet. Mais des gens qui préfèrent garder leur poste de maire plutôt qu'aller à la députation, par exemple, il y en a beaucoup comme ça. Est-ce que nous risquons pas d'avoir toute une série d'élus, peu importe aussi leur étiquette, c'est pas le sujet, qui soit presque hors sol, sans ancrage local. Ce qui me plaisait dans ce que vous venez de dire, et ce qui me plaît dans votre profil, c'est que vous êtes quelqu'un ancré dans la réalité. Vous êtes une jeune femme, vous êtes une maman, vous êtes une chef d'entreprise, vous êtes quelqu'un dans la vraie vie. Puis vous avez un ancrage local. Et si vous êtes député, et c'est tout le mal que je vous souhaite, pas de chance, je vote en Corse, mais nous pourrons bien mettre quelques cierges pour vous. C'est gentil. C'est tout le mal que je vous souhaite. Vous aurez un véritable ancrage. Mais là, nous risquons d'avoir, moi je mets le mot risque, parce que pour moi c'est un risque, mais peut-être n'êtes-vous pas d'accord, toute une série de députés, peu importe leur étiquette, beaucoup auront une étiquette en marche, il faut le dire aussi, mais complètement hors sol et totalement dépendants du bon vouloir de leur parti politique. Oui, mais vous avez raison, on en parlait tout à l'heure, j'ai donné des exemples très précis justement de l'articulation que pouvait avoir, on a pris le logement cet exemple, on peut en prendre d'autres, et c'est vrai que cette méconnaissance est assez dangereuse, et puis même la méconnaissance aussi politique. Bon, par contre, là où j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, moi ça m'a fait rire quand j'ai entendu vraiment cet engouement pour la société civile, parce que la société civile, elle existe en politique, et j'en suis l'exemple, et ça fait maintenant 10 ans que je concilie aussi bien ma vie professionnelle que mes mandats locaux. Ça demande de jongler,
mais c'est une organisation et c'est un choix de vie, et surtout c'est pas un slogan marketing. Et moi c'est vrai que j'ai vraiment eu une boule au ventre quand j'ai entendu les désignations de certains candidats législatifs En Marche qui avaient cette étiquette de société civile, alors qu'en fait ce sont des anciens chefs de cabinet, souvent d'ailleurs de l'équipe Strauss-Kahn qui s'était sentie un peu orpheline il y a quelque temps, et qui donc ont réussi à se recycler en prenant et en une certaine usurpation de l'étiquette société civile. Donc oui, c'est un double danger parce que finalement c'est pas forcément une vraie société civile. Et puis de l'autre côté, il faut l'avouer, vous avez aussi des gens qui viennent totalement de la société civile mais qui n'ont aucun engagement citoyen avant, qui n'ont pas la connaissance non plus de leur territoire, et on a l'impression en effet qu'il va y avoir un chef et puis des gens qui vont répondre au garde à vous. Et tout à l'heure Gérard Ray en introduction nous expliquait en effet le rôle du député. Il est aussi, surtout, on l'a oublié depuis quelque temps, mais c'est de vérifier aussi le travail du gouvernement. Et là, quelle va être la vérification si d'un côté on n'a pas d'expérience, si on n'a pas d'ancrage local, si voilà, ça remet en cause beaucoup de choses. Moi, j'espère que nos concitoyens, ils vont avoir cette réaction de se dire, je regarde aussi les gens qui sont là. Il existe une nouvelle génération aussi dans les partis plus traditionnels, qui peut-être, je l'avoue, n'a pas été assez mis en avant, hein, et on est les premiers peut-être aujourd'hui à en souffrir, mais ça existe. Moi, j'ai beaucoup de confrères, de collègues qui sont aussi issus de cette société civile et qui continuent à concilier tout pour essayer de faire avancer les choses. On a cette chance d'avoir justement un pied sur le terrain, j'allais dire local, un pied dans la réalité et d'être proche des réalités économiques et sociales de par nos métiers. Et voilà, j'espère en effet que nos concitoyens vont s'en apercevoir et vont nous faire confiance le 11 et 18 juin prochain. Très bien. Gérard, une dernière, conclusion. Non, on lui fera faire la conclusion après. C'est pas moi qui va conclure. La seule question, c'est de savoir, elle a répondu techniquement sur le logement, on aurait pu prendre d'autres sujets et faire la même chose. Il est évident qu'un député, s'il ne maîtrise pas, soit par ses connaissances ou par sa acquis dans sa vie au jour le jour ou dans ses fonctions, etc., il n'a aucun intérêt, il n'apporte rien de plus que le cabinet d'énarques qui savent tout par cœur, qui ont leur liste et qui sont le vrai pouvoir. Dans ces cadres-là, le politique ne peut apporter un pouvoir que quand il maîtrise les choses, autrement il n'a pas beaucoup d'utilité en tous les cas. Ensuite, les députés sont des gens qui sont soit ils ne peuvent pas être considérés comme des godillots, c'est-à-dire lever la main quand il faut lever la main et appuyer et sans amener autre chose, soit, et j'ai une petite inquiétude sur les nouveaux qui vont croire qu'ils vont tout changer et qu'ils s'apercevront qu'il y a aussi des difficultés, et là ils peuvent exploser aussi individuellement. C'est clair que les gens qui pensent que tout est facile, qu'on ne mange jamais de couleuvre quand on fait de la politique, alors là, ils se trompent beaucoup. Soit ils exploseront, soit ils lèveront la main. Ça, c'est la question. Et il faut trouver une forme de contre-pouvoir, je veux dire au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif. C'est une harmonie et une discussion, etc. S'il y a une unicité du pouvoir, la démocratie, alors à ce moment-là, se pose problème, et la démocratie, quand même, est bien supérieure à un engagement particulier de Valérie, on va demander de conclure. Oui, c'est vrai qu'il y aurait eu tellement de sujets qu'on j'aurais voulu aborder. On n'a pas abordé la sécurité, mais c'est vrai que la sécurité, c'était comme le logement. La sécurité à Paris, j'espère qu'on pourra changer comme il faut les statuts de Paris, parce que Madame Hidalgo s'est attaquée aux statuts de Paris il y a pas très longtemps, mais juste pour un tripatouillage électoral. Si on pouvait le faire avec la création d'une police municipale à Paris, par exemple, et en changeant les statuts, la décentralisation aussi de certains pouvoirs ou de certaines missions, ce serait vraiment bénéfique pour les Parisiens. Il faut un contre-pouvoir, Gérard a raison, et j'allais dire, il faut un levier aussi d'action par rapport à la municipalité. Moi, je suis élue de l'opposition et j'aimerais bien justement changer la vie des Parisiens au niveau du logement, au niveau de la sécurité, au niveau de leur cadre de vie en particulier. C'est dommage, on n'a pas, apparemment il y a un sportif avec nous, mais on n'a pas abordé le sport. Mais moi j'avais un projet vraiment de développer le sport à fond et de repenser le sport en ville. On pourra peut-être revenir à la fin, voilà. Mais notamment en créant un centre sportif universitaire sur la pelouse de riz, par exemple.
Voilà, tout ça, c'est vrai que c'est des projets que je porte à cœur et j'aimerais pouvoir, au-delà de faire avancer et réformer notre pays, parce que je travaillerai toujours en plus de façon très constructive. Je saurai voter pour quand il faut, mais je saurai aussi dire non quand ça va pas et quand il y a un certain laxisme sur certains sujets. Mais voilà, j'espère aussi être un levier d'action pour infléchir la politique Madame Hidalgo, parce qu'il y a beaucoup de choses à redire, mais là il faudrait au moins 15 émissions à vos côtés. On en fera d'autres alors. Bien, merci Valérie Montandon, bonne chance pour le 11 et le 18 juin. Intradinoï, on va s'écouter un disque, une chanson, un disque que j'ai reçu, Mad in Austral, fait chez nous. C'est notre ami Daniel Vincenzini des Mantini. Des Mantini, je vous ferai écouter ça, Valérie. C'est des comiques chez nous, des chanteurs qui aiment bien ce qu'on appelle chez nous la magagne, c'est-à-dire comment on peut traduire l'humour corse. Voilà. Corse. Donc on s'écoute Daniel Vincenzini et à tout de suite pour d'autres informations. En tout cas, très bientôt, Intradinoï Kinebens. Qui Veciu bugiale ventoso Dali un santuario ascoso Cinto d'orizzonti giosi Qui Uelenu da memoria Cori in piova di Astoria Gloria, purgatorio insieme Anacqua la bene Stu sol cughi ci impreme Usati non t'aspale Non t'aspale Dumadale Sola maglie da dispero Canu sturzato e brighiere Di dannati messaggeri Qui Sfogliati d'orso e di grano Per all'orto di Tumane L'orlo due l'anno insieme Sumina la bene Tu sol cughi ci impreme Arriti non t'aspale Non t'aspale Dumadale Quello lampione sbattuto da un sospiro Dudem ci porterà fatta fine all'albiglia lucigante insieme raccoglie la bene tu sol cughi ci dane
monta spale